retraité PUPH de chirurgie pédiatrique. J'ai fait dans ma carrière 3 mandats de président de CME. J'ai fait 2 mandats de CRSA dans la Picardie quand elle existait comme président. Et là, j'ai succédé à M. Salomé à partir du mois de juin à la CRSA Hauts-de-France. Alors, on m'a posé une question de savoir est-ce qu'en gros, la CRSA apporte quelque chose ou pas, ou à quoi ça sert. Alors, j'ai parlé de perception des CRSA parce que le calendrier fait que la semaine dernière, nous avons eu une réunion au niveau de la Commission nationale de santé, dans laquelle je suis aussi la commission permanente. Nous avons une réunion sur un tour de table des différentes CRSA des régions de France et des départements d'outre-mer sur un questionnement, une saisine qui a été portée à la Conférence nationale de santé, à Madame de Victor, et qui doit être votée jeudi de la semaine prochaine, où les 2 organismes qui ont été saisis par Madame la ministre sont le Haut Comité à la santé publique et la Conférence nationale de santé. Et je vais donc vous apporter un petit peu l'état des lieux actuellement, depuis la semaine dernière, sur les recommandations apportées par l'ensemble des CRSA. Et vous allez voir que c'est très cohérent. C'est très cohérent aussi à l'exposé de M. Vigneron. C'est très cohérent à ce qu'ont dit les orateurs précédents sur l'ensemble des choix. Alors, la diapositive suivante. Donc, la préparation du PRS est déjà débutée. On nous demande, alors que les groupes de travail sont constitués, que les experts de l'ARS et le personnel de l'ARS travaillent à une concertation assez large avec des membres des différentes commissions de la CRSA, à penser, d'une part, à intégrer les consultations des comités territoriaux de santé avec 5 priorités par territoire de santé. Alors, déjà, le mot territoire de santé offre des ambiguïtés entre les territoires de soins et les territoires de démocratie sanitaire. Pour l'instant, restons simples, on est dans les territoires de démocratie sanitaire, et pour les Hauts-de-France, sur les 6 territoires, 5 priorités ont été relevées. Quand arrive, à partir du mois de juillet, la saisine de Madame la ministre auprès de la Conférence nationale de santé, qui demande non pas un avis, mais un point de vue des différentes CRSA concernant le projet de la stratégie nationale de santé. Alors l'exercice est difficile compte tenu des besoins qui sont exprimés par l'ensemble des acteurs. Il faut être cohérent avec le diagnostic pour lequel il n'y a pas de problème. Je crois que le diagnostic a été bien posé, les chiffres on les a, on sait quelles sont nos faiblesses et nos forces, et tenir compte par contre des contingences matérielles dont on sait qu'elles seront forcément limitées, avec des choix, et des ressources disponibles qui ne sont pas toujours pérennes, et notamment en termes de démographie des professionnels, des paramédicaux, mais également des médecins. Et personnellement, je pense qu'on n'a pas encore touché le fond du déficit de professionnels, notamment des spécialistes. Je m'explique, on pourra peut-être corriger le problème de l'accès aux soins de proximité auprès des généralistes, notamment par les impulsions qui ont été créées de ces maisons de santé pluriprofessionnelles. Par contre, retenons bien que la génération actuelle des internes est totalement différente de celle que j'ai connue il y a 40 ans, à savoir que les motivations ne sont pas les mêmes, que leur degré de connaissance est de plus en plus difficile à acquérir car il y a une spécialisation de plus en plus importante, et cette hyper-spécialisation des internes fait qu'ils ne sont pas utilisables dans le marché dans des fonctionnements classiques. Il n'y a plus de chirurgie générale. Il y a forcément un orthopédiste et forcément un viscéral au minimum. Et quand il y en a un, c'est comme les porte-avions, il faut au minimum qu'il y en ait 2. Mais maintenant, c'est fini 2. Il faut 3, voire 4. Vous rajoutez à ça la féminisation, qui est une très bonne chose, parce que les filles travaillent mieux et elles sont plus consciencieuses, je n'ai pas peur de le dire. Le problème, c'est qu'elles sont forcément au cours de leur vie un peu moins disponibles ou avec des périodes d'absence qui font que les permanences des soins sont des vrais casse-têtes.
Et l'appel à l'intérim, je n'ose pas dire ce que j'en pense, mais si quelquefois il est valable, dans d'autres fois, ça peut être un pis-aller. Donc, ces spécificités territoriales, et c'est là où on va rentrer dans le dur, c'est que dans une même région, d'un territoire sanitaire à l'autre, la disponibilité médicale n'est pas la même. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne concordance entre les différentes CRSA sur ce projet de stratégie nationale qui, finalement, quand il reste vague et général, ne peut contenter que tout le monde, puisqu'il y a plein de choses auxquelles on a besoin. Par contre, c'est quand on rentrera dans le détail qu'on risque d'être embêté. Tout d'abord, contre toute attente, pour moi, avec mon activité hospitalière, ce n'est pas l'offre de soins qui arrive en tête des préoccupations. C'est bien la prévention, avec ses volets de dépistage, de vaccination. Le problème de la PMI où ces enfants ne sont plus suivis, s'ils n'ont pas un environnement satisfaisant familial, ne sont plus suivis par la PMI après 8 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qu'on a découverts avec un risque potentiel d'évolutivité jusqu'à l'adolescence, par exemple les troubles de la croissance, alors qu'ils ne sont plus suivis? Et là, il y a une forte demande de prolonger une prise en charge, que ce soit un secteur associatif ou que ce soit un secteur d'État ou un secteur libéral, mais qu'il y ait quelque chose pour les suivre. Pareil pour l'éducation des enfants et des adolescents, on a un gros déficit de médecins scolaires. Il y a une augmentation du nombre d'infirmières scolaires, mais un gros déficit et une diminution des médecins, ce qui fait que le suivi, même en milieu scolaire ou universitaire, n'est pas toujours au top. Une poussée très importante d'une demande d'éducation des patients avait été le rôle des patients experts, notamment avec l'importance des associations, et qui sont extrêmement bénéfiques pour l'encadrement. On est un peu dans la politique anglo-saxonne du patient navigator, c'est-à-dire d'un bénévole qui va s'assurer que le suivi de certaines pathologies complexes soit bien pris en charge. Et ça n'est pas aux médecins, ça n'est pas à l'hôpital de faire, c'est bien aux associations et aux santé savantes d'organiser ces prises en charge, mais qui, là encore, va être difficile d'un territoire à l'autre selon la densité et la mobilité des personnes. Enfin, on regrette bien sûr qu'il n'y ait pas de coordination de plans de prévention qui associe l'éducation nationale et la santé au travail. Quand vous êtes dans un axe nutritionnel, par exemple, il faut que le message soit répété partout, qu'il soit répété à la fois à la maison, répété par les médias, mais répété également sur les lieux de travail, donc l'école pour les enfants et le lieu de travail pour les parents, en sachant que tout message n'est pas audible à partir de la 3e au lycée et qu'il faut s'y prendre bien plus tôt, en général plutôt déjà au CM1, CM2, si on veut avoir inculqué des conduites de vie et des changements. On a dit tout à l'heure qu'il était extrêmement difficile d'avoir de résultats de la prévention. Très souvent, on monte des plans de prévention qui sont plus ou moins suivis par les politiques successifs. Et là, je crois qu'on a un très gros retard. Enfin, pour notre région et pour d'autres, l'environnement est extrêmement important, c'est-à-dire la salubrité des habitats, la pollution et la dépendance énergétique. Il y a encore des gens qui n'ont pas de quoi se chauffer, il y a encore des gens qui sont dans une situation, quand vous entendez la CRSA de Mayotte et la CRSA de la Guyane, ils n'ont pas d'eau potable. Comment voulez-vous faire fonctionner un service clinique si vous n'avez pas d'eau potable? Ça, c'est un problème énorme. Donc, le premier axe, tout le monde est d'accord, c'est sur la prévention. Le deuxième, on arrive aux inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé. Il y a certes les obstacles sociaux et économiques qui ont été évoqués tout à l'heure, dans lesquels je ne rentrerai pas, mais il y a l'insuffisance de connaissance des droits. Beaucoup de gens ne savent pas et sont complètement perdus quand ils ont une prise en charge et des papiers à répondre. Alors on est à l'heure de la télématique, on fait des enquêtes avec Internet, mais il y a des gens qui ont déjà du mal à lire et à écrire. Et on a invité un nouveau mot qui est utilisé à la HAS maintenant et à la Conférence nationale de santé, c'est la littératie. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous dites à quelqu'un est-il compris par cette personne? Donc on est dans l'obligation pour les médecins de donner des explications à leurs patients, mais on n'est pas sûr que le patient ait compris les dites explications. Donc c'est bien dans une prise en charge des populations les plus vulnérables,
avec les conséquences, et ça c'est extrêmement important pour les pathologies chroniques, c'est le problème des arrêts de travail fréquents et de la désinsertion professionnelle. Il faut que dans les prises en charge de ces pathologies chroniques, là encore, c'est du rôle de l'aide des patients et des associations de patients qui permettront d'avoir le bon carnet d'adresses et d'avoir le bon système pour suivre la prise en charge. Garantir l'accès aux soins sur tous les territoires. Alors ça, c'est, Madame la Ministre l'a dit encore il y a 48 heures lors du colloque de l'HAS sur l'efficience, j'en dirai un mot tout à l'heure. Bien sûr, on peut le garantir. Le problème, c'est d'y arriver. Or, n'oubliez pas que les gens vieillissent de plus en plus, que cette population, à un moment donné, n'a plus l'autonomie qu'elle avait avant, même si elle n'a pas de problème économique. Elle ne pourra pas se déplacer. Il faut réfléchir à des problèmes de transport, je dirais par provocation presque au type de ramassage scolaire, qui permettent pour des gens qui doivent avoir des consultations à répétition de pouvoir échapper à ce véritable racket dans lequel les patients sont victimes par des ambulanciers peu scrupuleux qui veulent toucher tout le monde et ensuite le faire avec 2 ou 3 prises en charge en même temps. La permanence des soins est pour moi l'élément qui sera le plus grave et le plus important de notre société actuellement. Je tire encore la sonnette d'alarme. On ne pourra plus faire tourner des petites structures. Il faut que cette permanence des soins, puisque maintenant on a une hyperspécialisation, notamment les trucs très pointus. Quand vous avez les problèmes, par exemple, de thrombose cérébrale pour lequel le temps est compté et qu'il faut agir vite, il faut que tout soit bien rodé, que le parcours soit très bien rodé. Et là, les libéraux, à mon sens, ont la place dans cette permanence des soins pour peu qu'ils y participent et qu'évidemment, ils soient rétribués aux mêmes conditions que sont les publics. D'où l'importance et une demande de coordination entre les acteurs. Madame Buzyn a répété avant-hier le bon médecin au bon moment au plus près. Le problème de la démographie médicale, c'est qu'on ne pourra pas toujours répondre, à mon sens, à l'heure actuelle, dans certaines disciplines, à ce problème. Une exigence absolue des usagers est bien l'absence de rupture de la continuité de la prise en charge avec une coordination. Ce n'est pas normal qu'un chirurgien, parce qu'il va avoir sa semaine de vacances scolaires, bien sûr, se dit ensuite, la semaine suivante, je vais bourrer le programme. Il bourre le programme pour rattraper, et en attendant, il va faire sortir tout le monde en ambulatoire et les faire sortir les autres le vendredi. Et on va demander à la ville, aux libéraux en ville, de devoir gérer ça. Ça n'est pas possible. Eux aussi ont leur planning. Il faut donc bien qu'il y ait des structures de coordination entre la ville et l'hôpital pour qu'il y ait un lissage et une absence de rupture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une rupture dans la prise de charge parce qu'on ne trouve pas l'infirmière pour l'injection d'anticoagulants ou on ne trouve personne, c'est le retour à l'hôpital. Et c'est le retour par la case des urgences. Et ça va vous emboliser encore l'hôpital pour un hébergement qui n'était pas justifié. Et enfin, je reviendrai sur les limites de l'indication ambulatoire. L'ambulatoire est une belle chose, oui. C'est formidable maintenant, à 83 ans, d'être opéré d'une prothèse de hanche et de remarcher le lendemain et le surlendemain et de pouvoir rentrer chez soi. Oui. Bon, je ne suis pas sûr qu'à 76 ans, vivant seul dans une maison où il habite au premier étage, un monsieur serait très content de rentrer le soir même dans sa maison. J'en rajoute pas en disant qu'elle n'est pas chauffée, puisqu'on est dans le Nord, mais je ne vais pas faire du Victor Hugo. Mais je ne suis pas sûr qu'ils tiennent, après une intervention pour la cataracte, à rentrer absolument le soir. Et là encore, je pense qu'on risque d'avoir bientôt, et c'est un critère de l'HAS, sur lequel on tient beaucoup, c'est le retour non motivé, précoce à domicile, parce que l'ambulatoire n'était pas adapté à cette personne. Et je crois que l'isolement, pas seulement l'isolement géographique, mais surtout l'isolement social, la personne seule, âgée, à domicile, qui déjà lutte tous les jours pour rester à domicile, en espérant qu'elle ne tombe pas et qu'elle n'ait pas de problème, je ne suis pas sûr que l'ambulatoire correspond, et malheureusement, ce sont les personnes qui vont être les plus demandeuses, puisqu'en arrivant en vieillissant. Professeur, enfin, je suis désolé, non pas de vous interrompre, mais peut-être si vous pouvez... je termine avec le dernier axe, merci, désolé. Qui est connaître les parcours de soins de territoire. Vous avez parlé de GHT tout à l'heure. Il faudrait bien savoir pour les usagers
qui fait quoi? C'est-à-dire, si j'ai ça, qu'est-ce que je vais voir? Qui va me prendre en charge et qui va me porter? Enfin, dernier point, c'est la pertinence des soins et des actes avec le bénéfice-risque. Là, c'est un gros morceau. Il est quand même très curieux que lorsque vous êtes entre deux départements sur la frontière, à gauche, vous avez un taux de césarienne programmé qui est de 20%, à droite, il est de 50%. Là, il y a peut-être quelque chose à voir aussi. Et enfin, l'innovation, oui, la télémédecine, la téléexpertise peut apporter quelque chose. Le problème, c'est d'abord, il faut que ce soit couvert par Internet, ce n'est pas toujours le cas, et qu'ensuite, que ce ne soit pas du gadget, c'est-à-dire qu'il y ait bien une homologation des procédures de surveillance, notamment pour les chutes ou les troubles du rythme, par exemple. On fait pour le diabète maintenant, et que ce soit accessible à tous, malgré le prix. Voilà. Merci beaucoup, professeur. SAC CFDT. S'engager pour chacun.